New hold. Plus de vidéos de comment utiliser les machines, s'il te plaît. Bah, étant donné que j'ai fait le tour de toutes les machines que j'ai dans mes salles, ça va être compliqué. Si tu n'as pas vu les autres vidéos que j'ai fait, bah, tout est sur mon compte et tout est résumé dans mon guide. Donc, si tu ne l'as pas, tu as juste à m'envoyer guide en DM et tu vas le recevoir. Mais j'ai fait toutes les machines principales et essentielles que tu peux retrouver dans toutes les salles. Donc normalement, tu as tout. Tu as tout. Et là, j'ai quelques vidéos qui vont arriver sur les machines. Étant donné que j'ai un ami qui, ouvre une salle avec des machines, donc ce sera pas une salle low cost, donc avec des machines qui sont assez précises, donc ce sera intéressant. Comment réussir la position du RDL? J'ai vu que tu me l'avais posé en story. Je cambre et je bouge les jambes même avec un banc derrière. Moi, ce que je te propose, c'est que tu m'envoies tout simplement une vidéo et comme ça, je te dirai ce que j'en pense et comment t'améliorer. Mais pour le RDL, c'est simple, c'est pas un mouvement de bas en haut, c'est un mouvement d'arrière en avant. Tu cherches à toujours pousser le bassin le plus possible vers l'arrière. Tu dois sentir un stretch au niveau de ta chaîne postérieure, donc au niveau des fessiers, des ischios. Et en fait, quand tu vois que tu ne peux tout simplement plus pousser les fesses en arrière, que tu as à peu près ton buste, je dirais, parallèle avec le sol, c'est le moment de remonter. À la remontée, tu cherches à pousser le bassin en avant. Je cambre et je bouge. Alors, cambrer, c'est normal sur un RDL. Donc, si tu cambres le bas du dos, donc que tu creuses le bas du dos, c'est normal. Et je bouge les jambes, même avec le banc. Après, ça dépend de combien de temps. Ça fait combien de temps que tu fais l'exo. Si tu l'as fait qu'une fois ou deux, c'est normal. Le RDL, c'est un exercice qu'on appelle à forte tension d'étirement, ou alors c'est un exercice qui travaille la chaîne postérieure dans une position plutôt étirée. Ce sont des exercices qui sont très difficiles à maîtriser par rapport aux autres exercices qui sont à forte tension de contraction ou qui permettent de travailler les muscles dans leur position plutôt raccourcie. Donc c'est normal que ce soit plus long d'apprendre un RDL qu'un leg extension par exemple. Donc envoie-moi une vidéo de la prochaine fois que tu fais ton RDL. Sur la vidéo, il faut juste que je vois l'ensemble de ton corps. Si possible, pas de face, donc de profil ou de trois quarts. Et je te dirai ce que j'en pense et comment est-ce que tu pourrais t'améliorer. Comment, avec quelle machine faire partir les poignées d'amour et le gras au niveau du ventre. Alors là, c'est très simple. La meilleure machine pour ça, c'est qu'il n'y en a aucune. Voilà, tout simplement. Arrêtez de chercher quelles sont les machines, quels sont les exercices qui font perdre le gras du ventre, typiquement parce qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Et cherchez à apprendre les grands principes. Ne cherchez pas les méthodes. Ne voyez pas que par une méthode. Cherchez les grands principes. Si tu veux perdre du gras, tu ne peux pas cibler l'endroit où tu perds du gras, ou du moins, les études nous ont montré que c'était beaucoup d'efforts pour très très peu de résultats. Donc, si tu veux perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Donc, en gros, que tu consommes moins de calories que ce que ton corps n'en dépense. Et après, en fonction de ton mode de vie, de ce que tu aimes faire, de plein de facteurs, il y a une méthode qui te conviendra mieux qu'une autre. Mais voilà, cherche juste à faire donc la machine ou l'exercice qui te permet de perdre du gras au niveau du ventre ou d'éliminer les poignées d'amour, c'est le déficit calorique. C'est la seule chose. C'est pas un exercice. Quel est pour toi le meilleur appareil cardio entre tapis, vélo elliptique et l'escalier? Bah, alors déjà, ce sera pas l'elliptique. Après, en termes de... En fait, ça dépend tout simplement... qu'est-ce que tu appelles le meilleur cardio? Est-ce que tu cherches la meilleure dépense calorique à l'heure? Ou, enfin voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles par meilleure machine cardio. Mais déjà, l'elliptique, je dirais que tout simplement, c'est de la merde. Désolé pour ce terme. Mais tout simplement, le vélo elliptique, tu commences à pédaler et en fait, il y a l'énergie cinétique du vélo qui comment dirais-je, qui te fait pédaler et tu ne forces pas beaucoup. Donc tout simplement, je te recommanderais plutôt de partir sur du tapis. Après, l'escalier, tu perdras peut-être plus de calories à l'heure pour la même intensité sur les deux, mais potentiellement, l'escalier, tu vas rajouter de la fatigue. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de garder la fatigue, enfin de ne pas avoir de fatigue et de garder notre énergie pour la séance du muscu. Donc ça, c'est très intéressant. C'est peut-être plus intéressant de faire du tapis.
Je viens de voir un commentaire là, le tapis ça fait pas perdre le gras du ventre. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, je suis obligé. Non, le tapis ça fait pas perdre le gras du ventre, ça fait pas perdre de gras du tout d'ailleurs. Le tapis ne fait pas perdre de gras, le cardio ne fait pas perdre de gras, l'elliptique ne fait pas perdre de gras, l'escalier ne fait pas perdre de gras. Tout ce que tu veux ne fait pas perdre de gras. Le principe de la perte de gras, c'est le déficit calorique. À toi de trouver la méthode qui te permet d'être en déficit calorique de la façon que tu préfères. Donc, je vais faire un réel là-dessus, je vais être obligé. Mais voilà, le tapis ne fait pas perdre de gras. Le tapis incliné ne fait pas perdre de gras. Ça vous fait brûler des calories à la rigueur. Ça, oui. Donc, le meilleur appareil cardio, donc je te dirais déjà, c'est pas l'elliptique. Moi, je te dirais vraiment que le tapis, la marche, dans tous les cas, c'est le mieux par rapport au niveau ratio fatigue, énergie dépensée. Tu pourras marcher beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent, surtout si tu t'entraînes intensément en muscu, que si tu fais de l'escalier qui te rajoutera beaucoup de fatigue. Tac, 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 à rejoindre. Salut, 35 minutes de vélo elliptique tous les 2 jours, tu penses que c'est ok pour commencer le sport? Oui, c'est très bien. Après, franchement, fais de la marche, ce sera mieux, tout simplement, je pense, en termes de dépenses énergétiques. Et fais de la muscu aussi, hein, peu importe ton objectif. Fais de la muscu, perte de gras, prise de muscle, que tu es débutante, pas débutante. Fais de la muscu, c'est essentiel, surtout si tu fais une perte de gras pour maintenir ta masse musculaire, voire même la développer. Et ne pas que ton métabolisme de base baisse. Tac, 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 à rejoindre. Ok, donc maintenant c'est ici, je l'ai sorti sur mon PC. C'est normal que mon bras droit est plus fort que mon bras gauche. On a toujours un bras qui est plus faible que l'autre, un bras où c'est plus facile que l'autre, donc c'est mieux comme ça au niveau de la lumière. Donc oui, c'est normal. Pour corriger ça, en vrai, fais pas attention. Juste continue à t'entraîner normalement. Et ça peut être frustrant, mais n'y prête pas vraiment attention. Et ça se rééquilibrera au fur et à mesure. Autre question. Douleur à l'épaule suite au développé militaire aux haltères. Dois-je être au repos? Non. T'arrêter totalement n'est pas une bonne option. Par contre, tirer tous les exercices qui te font mal à l'épaule, oui. Tous les exercices où tu as une gêne à l'épaule, oui. Si tu as mal au développé militaire, c'est possible que développé couché, tu l'aies aussi. Déjà, si tu as mal à l'épaule, je te dirais de voir la position de ton banc. Ton banc ne doit pas être à 90 degrés, mais être incliné d'un cran derrière. Ensuite, la position de tes coudes. Souvent, vous faites le développé militaire avec les coudes très ouverts comme ça. Rentrez un peu vos coudes, tout simplement. Vous n'allez plus avoir de conflit au niveau de votre épaule. Conflit au niveau de l'acromion. Donc, arrêtez de faire ça. Faites ça, arrêtez de mettre le banc droit, inclinez-vous en arrière. Vous verrez que ce sera beaucoup mieux. Le cran redressé, ça doit être je crois que c'est le 5, donc mettez-vous au 4. Ou alors si c'est le 1, mettez-vous au 2. Je sais plus dans quel ordre c'est. Et sinon, faites une autre variante. Il n'y a pas que le développé militaire pour développer l'avant des épaules. Tout ce qui va être peut-être mouvement d'élévation frontale sera intéressant. Tout simplement. Et après, c'est souvent une question de technique quand vous avez des douleurs. Hein. Question de technique, d'exécution, de réglage d'angle au niveau de vos bras ou de votre morpho qui n'est pas adapté tout simplement à l'exercice. Demande de partage, me demandez pas de participer au live. J'ai toutes mes questions là, c'est parfait. J'avais une question aussi dans ma story. Est-ce que faire 5 séries de 10 répétitions sur une machine est efficace? Non. Ça peut être bien quand vous commencez, mais si tu arrives à faire 5 x 10 sur une machine, sur un exercice, c'est tout simplement que sur tes potentiellement 3 à 4 premières séries, tu étais en vacances. Si tu arrives à faire la même perf sur ta 5e série. N'oubliez pas que si vous faites de la muscu, votre but c'est de vous rapprocher de ce qu'on appelle l'échec musculaire, donc du moment où vous n'arrivez plus à faire une répétition avec votre technique. Et en fait, potentiellement, si vous arrivez à faire 5 x 10, en fait, ça se trouve, avec la charge que vous utilisez, en fait, sur votre première ou deuxième ou troisième série, vous arrivez à faire 15 voire 20 répétitions. Et vous êtes beaucoup trop loin de l'échec musculaire.
Donc, typiquement, quand vous commencez, moi je vous recommande de faire 3 à 4 séries, peut-être plutôt 4 séries, parce que quand vous débutez, vos séries ne sont pas très intenses, vous cherchez un peu vos charges, vos placements, et plus vous ferez de séries, tout simplement, plus vous vous améliorerez sur l'exercice. Et en termes de répétition, je vous conseillerais de fixer peut-être une fourchette entre 8 et 15, voire plus. Mais étant donné que on s'en fiche un peu du nombre de répétitions que vous faites, ce qui va importer, ça va être votre proximité de l'échec. Donc, si vous utilisez une charge et vous faites 10 reps avec cette charge-là, mais qu'en fait, en réalité, vous pouvez faire 20, 25, voire 30 répétitions avec cette charge-là, votre série ne sert à rien. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Où elle était ? Deuxième question, c'est comment savoir combien de répétitions il faut et combien de séries au début ? Ça, c'est aussi beaucoup de gens se posent la question. On s'en bat les couilles, désolé du mot, on s'en bat les couilles du nombre de répétitions que vous faites. Bien évidemment, sauf si vous avez un objectif très précis comme de la force. Mais si vous faites de la musculation pour développer votre masse musculaire, et donc aussi accessoirement, si vous êtes en perte de poids et que vous faites de la muscu, c'est pour développer votre masse musculaire. Donc peu importe votre objectif, vous devez être proche de l'échec. Et les études nous ont démontré que peu importe combien de répétitions on faisait tant qu'on était proche de l'échec, donc dans les 5 répétitions avant l'échec, le nombre de répétitions importe peu, que du coup en fait il n'y avait pas de différence sur l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie c'est le développement de la masse musculaire, le développement de votre muscle. Si vous faites une série de 10 à l'échec ou une série de 20 à l'échec, il n'y a aucun changement. Donc votre objectif ne devrait pas être de chercher combien de répétitions vous devez faire sur vos séries. Votre objectif devrait être de tout donner sur vos séries, et peu importe le nombre de répétitions que vous faites. Donc ne cherchez pas combien de répétitions vous devez faire, cherchez juste à mettre de l'intensité dans vos séries. Quand on débute, comment se crée un programme soi-même ? Alors déjà, ça va demander du temps, c'est un métier quand même, il y a pas mal de compétences à savoir, mais un bon programme, c'est un programme sur lequel tu progresses, sur lequel tu adhères, donc que tu prends du plaisir à l'entraînement, et sur lequel qui correspond à tes contraintes, on va dire, que ça peut être travail, perso, famille, temps, peu importe. Tant que tu progresses, que tu prends du plaisir et que ça correspond à tes contraintes, ton programme est bon. Alors bien sûr, il peut être optimisé. Si tu veux vraiment quelque chose de plus réfléchi avec de l'évolution au fur et à mesure des semaines, fais-toi coacher. J'ai également créé un cours pour créer son programme, donc si vous voulez, je peux vous envoyer le lien en DM. Mais le mieux, c'est vraiment de se faire coacher, parce que quand on débute, c'est toujours mieux si vous voulez aller plus vite et ne pas perdre de temps. Et c'est comme si là vous me demandez comment je viens de démarrer la Formule 4, comment je fais pour être en Formule 1 dès demain, quoi. Donc c'est un peu pareil. Quel est le poids à utiliser quand on débute ? Savoir quelle est la bonne charge. Donc le poids que vous utilisez, donc souvent les gens ils mettent soit trop léger, soit trop lourd. Déjà, avant de chercher à utiliser une bonne charge, cherchez à avoir une bonne technique. Une fois que vous avez la bonne technique, fixez-vous une fourchette de répétition. Généralement, si vous débutez, moi je vous recommanderais à peu près 8 à 12. 8-12 reps. Si vous voyez que vous arrivez à faire 12 répétitions avec une charge, tout simplement, la semaine d'après, sur cette série-là, vous pourrez monter la charge. Et par exemple, si vous montez la charge, du coup, ce sera un peu plus dur. Potentiellement, vous perdrez quelques répétitions, peut-être pas. Si vous ne perdez pas de répétitions, vous pourrez encore monter la charge. Et potentiellement, du coup, si vous faites, si vous montez la charge de 3 kg, vous faites plus que 10 reps, votre objectif sera avec cette charge-là de monter à 12 reps sur les semaines qui arrivent. Et c'était quoi du coup exactement la question ? Quel poids utiliser quand on débute ? Donc une charge en gros qui vous permet de faire d'être proche de l'échec, voire d'être à l'échec, dans la fourchette de répétition que vous êtes donnée. Donc typiquement, moi je vous recommanderais 8 à 12, mais vous pouvez aller au-dessus de cette fourchette-là. Je vous recommanderais peut-être pas d'aller en dessous si vous débutez, parce que plus vos séries seront longues, potentiellement plus vous ferez de répétitions, plus vous apprendrez à bien faire l'exercice, plus vous améliorerez rapidement. Donc je recommanderais peut-être pas forcément de descendre en dessous de 8, mais si une fois que vous avez bien la technique, vous pouvez descendre en dessous de 8 répétitions. Et en général, je recommanderais de fixer des fourchettes de reps entre 5, voire même 4, à
20, 25, peut-être 30. Mais au-dessus de ça, après, ça peut être compliqué. Et d'autres facteurs peuvent rentrer en considération dans votre série. D'autres facteurs autres que l'échec musculaire. Est-ce que la transformation physique d'une femme sera plus longue que celle d'un homme? Alors si on prend deux personnes qui s'investissent exactement de la même manière, qui ont les mêmes antécédents sportifs, qui ont la même morphologie, non. Il n'y a aucune... selon moi, je pense pas qu'il y a aucune... que la transformation physique de la femme sera plus longue. Elle sera peut-être plus dure, car on sait qu'au niveau des femmes, vous avez peut-être plus de tendance à être carencé en fer, ou encore peut-être en d'autres choses, et que le cycle menstruel des femmes, il y a des variations au niveau des hormones, donc potentiellement au niveau des émotions, ou au niveau de l'humeur, tout simplement, ça va être plus difficile de votre côté, ce qui peut jouer sur votre pratique. Donc je ne dirais pas que c'est plus long une transformation physique de femme par rapport à un homme, mais que c'est potentiellement plus dur à cause des hormones, du cycle, etc. J'ai plutôt répondu à toutes les questions que j'avais eues en story. Un ami à moi m'a dit: ça fait quoi d'être coach avec un physique de skinny? Voilà. Étant donné que oui, quand j'ai été au Fitex, je me suis senti bien fin à certains moments. Peut-on travailler les fessiers quand on a une sciatique? Tu peux travailler les fessiers quand tu as une sciatique, à condition que cet exercice-là ne te fait pas mal, et que tu regardes en post-séance 1 à 2 jours après. Si tu n'as pas plus de douleur que ça, oui, tu peux. Après, si tu as une sciatique et que tu vois que ça te fait mal, bien évidemment, ne fais plus de mouvements qui te font mal. Une séance de sport ne doit jamais aggraver une blessure ou te faire plus mal qu'avant. Donc en soi, si l'exercice ne te fait pas mal sur le moment ou dans les jours qui arrivent, oui. Après, ça peut être difficile à quantifier si tu as une sciatique, parce que potentiellement tu as mal tout le temps, entre guillemets. Donc à voir si ta douleur ne s'augmente pas dans les jours d'après. Bonsoir, je me suis mal exprimé. Quel exercice pour allonger les mollets? Alors pour allonger les mollets, tous les exercices que tu vas faire pour les mollets, il n'y a pas d'exercices qui vont t'allonger les mollets ou d'autres exercices qui vont te faire grossir les mollets. Tu as des insertions musculaires au niveau des mollets. Si ton tendon il s'insère, si tu as des mollets courts et que ton tendon, tu as beaucoup de tendons au niveau des mollets, tout simplement, ce sera beaucoup plus dur pour toi de développer tes mollets et tu ne pourras pas allonger ce tendon-là. Ce tendon, il est accroché à ton os et tu ne pourras pas avoir des mollets longs si tu as des mollets fins. Donc, il n'y a pas d'exercice spécifique pour allonger tes mollets, hormis le fait de changer de corps. Ça peut être difficile, mais il n'y a pas d'exercice spécifique pour allonger un muscle. Voilà, tu as des insertions musculaires. Tu peux développer ce muscle-là dans tous les cas, mais si tu as des insertions courtes sur les mollets, ce sera potentiellement beaucoup plus difficile pour toi de les développer, de les travailler. Alors je reprends un peu le chat ici. Ça, c'était les questions que j'avais en story. Normalement, il faut faire... Ah oui, donc là, on parle sur la personne qui me disait qu'il avait un bras fort et un bras faible. Normalement, il faut faire un peu plus de séries du côté moins fort, le temps de bien rétablir les muscles des deux côtés. Non, tout simplement parce que si vous faites plus de séries de votre bras faible, potentiellement, vous allez augmenter le volume sur ce bras-là. Vous allez augmenter la fatigue, mais vous allez également augmenter le risque de tendinite parce que vous allez faire beaucoup trop de séries. Donc moi, je dirais juste de travailler vos deux bras de la même façon. Oui, ça peut être frustrant, mais travaillez vos deux bras de la même façon. Faites de l'unilatéral peut-être plutôt que du bilatéral. Mais je vous déconseillerais de faire plus de séries d'un bras que l'autre, tout simplement que j'ai déjà vu des personnes qui ont chopé des tendinites d'un côté, bizarrement c'est sur leur côté faible, et bizarrement ils faisaient beaucoup de séries sur leur côté faible, beaucoup trop même. Salut, merci pour les réponses. Comment reconnaître si c'est simplement trop lourd pour nous et qu'on force, ou qu'on approche réellement de l'échec musculaire? Ah, très bonne question, pour une fois. Très très bonne question. Donc, pour savoir si c'est trop lourd ou si vous vous rapprochez de l'échec musculaire. Donc déjà, de base, sur les premières semaines de votre programme, première semaine où vous faites un mouvement, vous avez une phase qu'on appelle d'apprentissage, de standardisation. Le but de cette phase-là, c'est d'apprendre à faire correctement l'exercice, à bien régler votre machine, à avoir des bonnes amplitudes, des bonnes exécutions. Soit vous le faites tout seul, soit vous le faites accompagné grâce à un coach, avec vous en salle, en ligne, peu importe. Si vous le faites tout seul, filmez-vous. Comme
Ça vous permettra de vous rendre compte de ce que vous faites réellement. Et une fois que vous avez passé cette phase-là, l'objectif c'est de rentrer en phase de surcharge progressive, de monter de plus en plus votre charge. Potentiellement, certaines personnes montent trop vite ou du moins montent trop lourd. Pour reconnaître si votre charge est toujours la bonne et que votre charge n'est pas trop lourde, filmez-vous 4, 5, 6, 8 semaines après votre première série et comparez simplement les deux vidéos. Si vous voyez que c'est qu'au bout de 8 semaines, votre technique s'est dégradée, vous avez moins d'amplitude, vous avez, je sais pas, le bassin qui se décolle, ça peut être plein de choses, mais souvent c'est moins d'amplitude, moins bon peut-être placement du dos, ça peut être vraiment plein de choses. Vous avez perdu en technique et potentiellement votre charge est trop lourde. Mais par contre, si votre technique est exactement la même, pour savoir si vous êtes proche de l'échec, c'est très simple. Donc dans votre série, votre première et votre dernière répétition doivent être exactement les mêmes. Exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, il n'y a qu'une seule chose qui va changer, ça va être votre phase concentrique. La phase concentrique, ça va être la phase où tu contractes. Concentrique, contracte. Concentrique, contracte. Donc ça va être la phase où tu contractes le muscle sur tes premières répétitions de ta série. Cette phase concentrique va être rapide, du moins plutôt rapide. Sur les dernières répétitions de ta série, cette phase concentrique va être lente. C'est la seule chose qui va changer. Et en fait, si tu prends ta première répétition de ta série et ta dernière répétition de ta série, si tu les compares, la vidéo doit être les mêmes. Ta dernière répétition sera juste beaucoup plus lente sur la phase concentrique. Typiquement sur un squat, ta montée va peut-être mettre 4 secondes à monter sur ta dernière répétition, alors que sur la première, ça va peut-être monter en 1 seconde. Donc, pour savoir si vous avez une bonne charge, votre technique doit être la même que à votre première semaine sur cet exercice-là, ou du moins la technique doit être bonne, vous ne devez pas avoir de dégradation de technique au fur et à mesure des semaines, et votre phase concentrique doit ralentir plus vous avancez dans votre série, en fait, plus votre phase concentrique ralentit. Par exemple, elle met 1 seconde à votre phase concentrique au début de votre série, et plus vous allez avancer, plus elle va être lente. 2 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes. Et des fois, des phases concentriques peuvent durer 4-5 secondes. Typiquement, sur un curl biceps, phase concentrique, c'est quand vous montez. Donc, tu vois, ta première répétition va être peut-être comme ça, assez explosive, ça va monter assez rapide. Et plus tu vas avancer dans ta série, plus ça va être lent, tu vois. Ça va ralentir progressivement et ta dernière répétition, tu vois, sera très lente. Et ensuite, oui, pas de contre la dernière. Mais voilà, c'est la seule chose qui va changer dans ta série. Et parce que j'en vois beaucoup, si votre dernière répétition a une phase concentrique qui est exactement la même que votre première répétition, c'est tout simplement que votre série est une série d'échauffement. Désolé de vous dire ça, mais il y a beaucoup qui vont à la salle qui ne font que s'échauffer. Donc, votre dernière répétition doit être plus lente que votre première. Si votre dernière répétition met le même nombre de temps que votre première répétition, il y a un problème sur votre séance. Revoyez l'intensité que vous mettez. J'ai pas mal de retard, je pense, sur les questions du chat, mais je les traite une à une. Si jamais votre question est sautée, n'hésitez pas à la remettre. Des fois, j'ai pas tous les commentaires qui s'affichent. Peux-tu nous expliquer le NEAT et le corps en sport, s'il te plaît? Alors, le NEAT, si je prends donc ça vient de l'anglais, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, en gros, c'est la thermogénèse du corps via tout ce qui n'est pas de l'exercice. Typiquement, si vous vous déplacez de votre canapé à vos toilettes, si vous faites le ménage chez vous, si vous allez chercher le pain à pied, tout ce qui va être une dépense en gros calorique qui n'est pas du sport. Même si du coup on pourrait, par contre, si tu vas faire une marche de 30 minutes dehors, est-ce qu'on peut considérer ça comme du NEAT? Je ne sais pas, parce que du coup c'est considéré comme une activité physique. Mais en gros, ça va être tout ce qui va être déplacement, si tu fais du bricolage, du ménage, du jardinage, chercher le pain à pied, promener ton chien, peu importe. Et le corps, donc C-O-R-E, ça vient de l'anglais. Le corps, ça va être tout ce qui va se passer au niveau du ventre, tout ce qui va être au niveau des muscles profonds. Je pense notamment en transverse, aussi peut-être un peu au niveau du périnée. Mais souvent le corps, ça va être c'est tout ce qui va être au niveau de ta sangle abdominale, d'avoir un bon gainage. Souvent tu vas travailler ça avec des exercices d'anti-rotation, typiquement comme le gainage par exemple.
Mais le corps, en gros, c'est tout ce qui va se situer, je dirais, entre ton bassin et tes épaules. Voilà, et le but c'est de renforcer tout ça. C'est assez populaire aux States, surtout je dirais. Nwanda75, bonsoir. Est-ce utile d'intégrer du cardio à la fin de ma séance de muscu? Exemple course sur tapis, machine escalier, rameur. Ou est-ce que plus efficient de faire une séance cardio les jours off muscu? J'en avais répondu dans un autre live. D'ailleurs, tous les lives sont disponibles en replay sur YouTube. Alors n'hésitez pas à aller les checker sur ma chaîne Evan Coach et abonnez-vous au passage. Est-ce utile d'intégrer? Alors, oui, ça peut être utile si tu as un objectif de perte de gras. Et si tu as pour objectif d'augmenter ta dépense calorique, oui, c'est utile. Mais par exemple, moi je te recommanderais peut-être pas de faire la course après une séance de muscu, tout simplement parce que la course va être très fatigant et que potentiellement ça peut te rajouter de la fatigue sur les semaines qui arrivent et que du coup, bah, faut que tu privilégies quand même ton énergie pour la muscu. Mais si tu as besoin d'augmenter ta dépense calorique et que tu es en perte de gras, oui. Pour le cœur, c'est intéressant. Si t'as pas de travail cardio dans ta semaine, d'autres sports qui font travailler ton cardio, oui, c'est intéressant. Et après, si tu fais par contre du cardio sur un jour où tu fais de la muscu, fais un cardio qu'on appelle de type lisse, de low intensité en gros, de basse intensité. Un cardio que tu pourras, où ton BPM va pas monter trop haut et que tu peux tenir sur le long terme. Par contre, si tu fais un cardio où tu vas monter assez haute intensité comme un HIIT par exemple, je te le déconseillerais peut-être de le faire le même jour qu'une séance de muscu. Mais en gros, si tu fais une séance de muscu, tu peux faire du cardio à condition qu'il soit plutôt à basse intensité. Si tu veux faire un cardio à haute intensité, fais-le plutôt en dehors des séances de muscu. Je l'avais mieux détaillé dans un live, je crois que c'était avec Jordan que j'étais. Donc si jamais vous voulez aller checker ce live, n'hésitez pas. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Pam. Coucou, tu es coach sportif? Petite question. Alors oui, du coup. Petite question pour perdre du gras assez rapidement. Est-ce que je dois combiner cardio et muscu ou juste cardio? Tu n'es pas obligé de faire du cardio pour perdre du gras, ni de la muscu. Mais je te recommande quand même d'en faire parce que si tu veux garder une bonne santé. Si tu veux perdre du gras assez rapidement, il faut que tu mettes en place un déficit calorique. Si tu veux que ta perte de gras soit assez rapide, bah, fais un déficit calorique qui est agressif, potentiellement de 20 à 30%, consomme 20 à 30% de calories en moins que ta maintenance. Et tu peux créer un déficit calorique via l'augmentation de ton activité physique, donc potentiellement le cardio, ou te fixer un nombre de pas plus élevé que d'habitude. Et la muscu, si tu es en perte de gras, moi je te conseillerais d'en faire pour maintenir ta masse musculaire, voire même de la développer, parce que c'est possible de développer sa masse musculaire quand on est en perte de gras. J'en ai moi-même fait l'expérience, et surtout quand vous débutez, c'est très facile, je dirais, de perdre du gras tout en prenant du muscle. Et surtout, bah, le problème des gens, c'est qu'ils font une perte de gras, mais qu'ils font que du cardio. Ils mangent que dalle, ils mangent pas de protéines, ils font pas de muscu, donc pas de sport en résistance, on appelle ça. Et du coup, automatiquement, tu perds du poids, oui, mais tu perds aussi beaucoup de muscles. Donc si tu fais pas de muscu, tu vas perdre du muscle. Et faites pas la muscu, donc on est en sport en résistance. Une fois de plus, je le répète, vos séries ne sont pas des séries d'échauffement, vos séries sont des séries où vous devez être proche de l'échec. Et du coup, ça doit être vraiment intense, vos séries de muscu. Donc moi je te recommanderais de faire déjà de la muscu, c'est sûr. Le cardio, si tu n'aimes pas ça, n'en fais pas. Mais par contre, fixe-toi peut-être un objectif de pas par jour ou par semaine à atteindre. Et si tu aimes bien faire du cardio, fais un cardio de type lisse, donc low intensity, si tu fais autour de tes séances de muscu. Et si tu aimes bien faire du HIIT ou d'autres cardio à plus forte intensité, fais-le en dehors de tes séances de muscu. Prendre de l'oméga 3, zinc, complexe de vitamine C pour 16 ans, qu'est-ce que tu en penses? Bon écoute, c'est très bien. Je te recommanderais de prendre surtout de la vitamine D plus que de la vitamine C. Souvent les gens sont beaucoup plus carencés en vitamine D qu'en vitamine C. Vitamine C, tu peux en trouver très facilement dans l'alimentation, donc peut-être pas forcé de te complémenter. Le zinc, ça peut être très intéressant si tu n'en as pas via l'alimentation classique. Avant de vous tourner vers des compléments, regardez comment vous pouvez améliorer votre alimentation solide. Oméga 3, tu peux en consommer, j'en consomme aussi. Si tu ne consommes pas beaucoup de poissons gras ou d'aliments qui sont riches en oméga 3.
Mais oui, c'est très bien. Je te conseillerais quand même de rajouter de la vitamine D et potentiellement du magnésium. Parce que ça, vitamine D, magnésium, tout le monde est en manque et beaucoup sont en carence. 80% en manque et en carence, je dirais 20-30%. Parce que des chiffres que j'ai vus, si je me rappelle bien. Super, merci, je vais regarder l'autre live. Nwanda, il y a pas mal d'autres lives. Il y en a, c'est le quatrième, je crois. Donc, il y en a 3 autres. Je crois que c'était dans le premier ou dans le deuxième. Bonjour à ceux qui me disent bonjour. Quel est le temps de récupération nécessaire entre les séries afin d'avoir une séance intensive? Très bonne question aussi. Tout simplement, votre temps de récupération. Arrêtez de me prendre des temps de récupération de 60 secondes, 45 secondes ou encore je ne sais quoi de 30 secondes. Si vous arrivez à prendre moins d'une minute 30, je dirais, de repos, vos séries ne sont pas intenses, vous ne faites que vous échauffer. Pour savoir si vous pouvez repartir sur votre série, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc déjà, il faut que vous ayez totalement récupéré. Donc que vous ne sentez pas... Pourquoi il a fait un pouce? Il y a un pouce qui s'est... Ok. Potentiellement, du coup, que vous avez totalement récupéré, que vous vous sentez prêt mentalement et physiquement à repartir. Ça, c'est important. Mais avant ça, déjà, il faut faire des séries intenses. Deuxième chose, ce serait d'avoir récupéré son gainage, de ne plus avoir le cardio qui est haut, de ne pas être en train de souffler. Donc cardio qui est bas, gainage qui a récupéré en fonction de l'exercice que vous faites. Vous vous sentez prêt mentalement à repartir et du coup aussi physiquement. Vous pouvez prendre très bien 3, 4, 5 minutes de repos entre deux séries. Plus votre série va être intense, plus vous aurez besoin de repos. Si vous êtes proche de l'échec, vous pouvez faire 5 minutes, voire plus de repos. Après, ça dépend du temps que vous avez à mettre dans vos séances. Si vous faites un exercice polyarticulaire, potentiellement, vos temps de repos seront plus longs qu'un exercice monoarticulaire. Si vous faites de l'unilatéral, potentiellement, ce sera un temps de repos plus court que du bilatéral aussi. Une fois de plus, ça va dépendre de chaque exercice. Mais pour vous donner une fourchette de temps de repos, je vous dirais 1 minute 30 à 5 minutes et plus. Et votre temps de repos va dépendre de votre intensité de votre séance, ce qui est logique. Si vous êtes très loin de l'échec, 1 minute 30 pourra vous suffire sur un squat. Alors que si vous êtes à l'échec, potentiellement 5 minutes et plus, quoi. Donc votre temps de repos dépend de votre intensité de votre séance, juste de comment vous vous sentez. C'est pas parce que sur votre programme il y a écrit 1 minute 30 que vous devez repartir, c'est 1 minute 30 où vous n'avez pas récupéré, dépassé votre temps de repos. C'est ce que je dis à mes élèves. C'est quoi le sujet de Insaf Ben Belaïd? Le sujet, c'est que tu poses ta question et j'y réponds. Donc, j'espère que pour le temps de repos, c'est assez clair pour vous. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas et j'y répondrai. Bonsoir Virginie. Que penses-tu de l'électrostimulation? Alors perso, j'en ai jamais fait, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, beaucoup tester. Juste pour voir un peu, on m'a dit qu'apparemment plein de collègues qui ont essayé, ils avaient été full courbaturés après ça. Ça pourrait être intéressant, mais après c'est pas du révolutionnaire. Ils vous mentent un petit peu avec le marketing. Ils vous disent le slogan, ça doit être 2 heures de sport en 20 minutes, ou quelque chose comme ça. L'équivalent de 2 ou 3 heures de sport en 20 minutes. En fait, ce qui compte, je crois que les séances, c'est 20 minutes. Ils vont vous mettre des électrodes sur les pecs, des électrodes sur les quadriceps, des électrodes sur les ischios, sur les mollets. Et en fait, du coup, ils disent, en fait, tu fais du sport, tu fais tout en même temps. Du coup, en gros, ils vont te dire, vu que tu fais les pecs, tu fais les cuisses, tu fais les ischios, en fait, ils vont prendre peut-être 6 groupes musculaires. Ils vont vous dire, en 20 minutes, tu vas faire comme si tu travaillais 2 heures. Parce que tu as eu 20 minutes par groupe musculaire. Tu as eu 20 minutes sur les pecs, plus 20 minutes sur les quadris, plus 20 minutes sur les ischios, plus 20 minutes sur les mollets, plus 20 minutes sur les biceps, sur les triceps. Et en fait, c'est un peu du marketing quand même. 2 heures de sport en 20 minutes. Si c'était vraiment le cas, tout le monde ferait que des électrostimulations. En fait, tu fais un développé couché, tu vas pas te dire ouais, j'ai fait ta série de développé couché, elle dure 2 minutes par exemple. Tu vas pas te dire en fait là j'ai fait 6 minutes de sport, même si ma série de couché a fait que 2 minutes, tu vois. Donc ils vous mentent un peu dans le marketing quand ils vous disent 2 heures de sport en 20 minutes, tu vois. Parce que du coup, tu travailles les épaules, les pecs, les bras en même temps. Et du coup, en fait, 20 plus 20 plus 20 plus 20, ça fait, 120 minutes, ça fait 2 heures. Alors qu'en fait,
t'as fait que 20 minutes. Donc, à tester, c'est pas magique, c'est pas ultra efficace, plus efficace qu'autre chose. Si t'aimes bien, si t'adhères bien, si ton budget le permet, fais-le. Mais ça peut être intéressant à conseiller, à essayer, pardon. Que pensez-vous des bains glacés quand on doit les prendre? Bains glacés, très très bien, j'adore. Ça vous fera pas plus de perte de gras, plus de muscles ou je sais pas quoi. Ça peut peut-être vous aider à récupérer. Mais moi, c'est surtout d'un point de vue mindset et dans la tête, ça me fait un bien fou. Tous les matins, je fais un. Alors, j'ai pas de bain chez moi, mais du coup, c'est une douche froide. Je me réveille, douche froide de 2 minutes tous les matins et c'est incroyable. Et tous les hivers, donc j'habite en Bretagne, et tous les hivers, je vais me baigner 1 à 2 fois dans le mois, des fois 3. Donc à la mer le matin. Comme ça, donc sans combi, hein, je le précise. Et comme ça, voilà, je reste 10, 15, 20 minutes des fois. Et c'est vraiment bien, c'est antidépresseur, c'est bon pour la peau. Moi, vraiment, je sens que ça me fait du bien d'un point de vue mindset et ça me donne là l'énergie. Après, je suis ultra réveillé. Le matin, j'ai un peu tendance à être la tête dans le cul. Et une fois que j'ai pris ma douche froide, je suis réveillé instantanément. Donc, bien fait sur la peau, antidépresseur. Ça te réveille, ça active ton système nerveux. Quand doit-on les prendre? Je te recommanderais peut-être pas de le prendre le soir. À un moment, j'ai testé de le faire le soir. Et le soir, j'ai remarqué que j'avais tendance à m'endormir moins vite, avoir un temps d'endormissement qui était très long. Alors après, c'était une période où je vivais chez des amis, sur leur canapé, dans leur salon. Donc, est-ce que c'était ça aussi qui jouait? Je ne sais pas. Mais du moins, à la période où j'ai fait ma douche froide le soir, je m'endormais beaucoup, beaucoup plus lentement. Et j'ai l'impression que ça me réveillait un peu trop. Donc je te recommanderais peut-être plutôt de le faire le matin ou l'après-midi et peut-être d'éviter le soir. À toi d'essayer sur toi. Mais en tout cas, un gros, gros point fort pour les bains glacés, c'est un vrai banger. Et souvent vous dites, oh non, moi je peux pas faire de bain glacé, c'est trop froid. N'y allez pas comme moi, direct sous le jet avec l'eau le plus froid possible et t'allumes direct. Tu commences tranquille, déjà tu mets pas trop froid si tu le fais dans ta douche. Et après, au fur et à mesure des jours, des semaines, tu mets de plus en plus froid et tu verras qu'en fait tu peux le faire, c'est que dans ta tête, chercher à sortir de vos zones de confort. Vous avez beaucoup trop l'habitude de rester dans vos zones de confort et vous pensez, euh, vous pensez que vous pouvez faire beaucoup moins que ce que vous pouvez réellement. Et vraiment, je valide bien fort. Bonsoir, quelle machine travaille bien les trapèzes? Machine pour trapèze, alors ça dépend lesquelles. Mais je te dirais pas une machine, je vais tourner un peu ta question. Je te dirais plutôt quel exercice, ou du moins comment faire ces exercices pour cibler les trapèzes. Pour cibler tes trapèzes, déjà il faudra que tu aies un mouvement où tu aies plutôt les omoplates qui s'écartent quand tu tends les bras du coup et qui se resserrent quand tu tires les bras en arrière. Pour cibler tes trapèzes, il faudra plutôt que tu aies sur tous tes mouvements de tirage que tu aies les coudes ouverts, donc plutôt un angle de 90 degrés ici au niveau de ton épaule, enfin de ton aisselle du coup, pour cibler du coup les trapèzes. Donc quand tu tends les bras, tu écartes les omoplates. Quand tu viens tirer, tu tires coude ouvert, donc 90 degrés ici, coude à peu près à la hauteur de l'épaule, poignet à la même hauteur, et tu resserres tes omoplates. Et là déjà tu vas te cibler tes trapèzes. Tu cibleras surtout tes trapèzes médians. Donc il y a 3 trapèzes, je tiens à le rappeler. Ça, c'est des idées de réel que j'ai aussi d'expliquer les muscles, les groupes musculaires, insertion, etc. Ça pourrait être intéressant, je pense. Mais du coup, il y a 3 trapèzes, supérieur, médian et inférieur. Le supérieur, il est là, hein, vous le voyez, clac, ici. Mais généralement, si que tu te concentres à faire juste un exercice avec les coudes ouverts, ça suffira amplement pour la majeure partie des gens. Combien de reps pour prendre de la masse? Ah bah toi, ça se voit que t'es pas arrivé au début du live. On s'en fiche de combien de répétitions tu fais, surtout si tu veux prendre du muscle. Ce qui va importer, ce n'est pas combien de répétitions tu fais, c'est l'intensité de ta série, c'est ta proximité de l'échec. Tu peux faire 5 répétitions et en fait, tu es ultra loin de l'échec et en fait, il t'en reste encore 10. Bah, tu prendras pas de masse. Et tu peux faire 15 répétitions à l'échec, là, tu prendras de la masse. Donc, ce qui compte, ce n'est pas combien de répétitions tu fais. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la durée de ta série. Ce qui compte, c'est l'intensité de ta série. Donc, plutôt que chercher à combien de répétitions faire, cherche juste à mettre de l'intensité dans ta série. Fixe-toi des fourchettes de répétitions. Par exemple, je sais pas, tu te fixes, 8-10.
Si tu vois qu'à 10 tu peux en faire encore, bah t'arrêtes pas potentiellement et pousse ta série à l'échec. Fais dans une 11e, une 12e. Donc il n'y a pas de répétition de perte de prise de masse, il n'y a pas de répétition de perte de gras. Par contre, dans les deux objectifs, vous devez avoir des séries intenses, donc vous devez pousser vos séries, vous devez faire plus que ce que vous faites. Et je peux vous le dire, il y a beaucoup de gens qui vont à la salle que pour s'échauffer, enfin qui ne font que de l'échauffement à la salle et qui ne font pas de série de travail. Donc cherchez à mettre de l'intensité plutôt qu'à compter, enfin à savoir combien de répétitions vous faites ou vous fixez des répétitions. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à ceux qui me disent bonsoir. Que prendre avant un match de foot? Moi par exemple je prends un café, c'est bien ou il y a mieux? Bah écoute, si t'as besoin de stimulant avant un match de foot, tu peux. Après, t'es pas obligé de prendre de la caféine. Moi par exemple, je pense qu'un bain froid peut te stimuler largement assez, du moins une douche froide. Et puis que prendre avant un match de foot, en soi, tu peux t'entraîner à jeun, c'est pas un souci. Ce matin j'étais courir 1h30 à jeun. Voilà, c'est pas un souci. Je trouve même que je suis plus performant sur les efforts, même sur la muscu, hein. C'est vrai que je suis plus performant au sport quand je suis à jeun. Parce que tout simplement, ton énergie n'est pas destinée à ta digestion. Et ton énergie est destinée à l'effort physique que tu fais. Donc je dirais même que tu peux faire un match de foot à jeun, hormis le fait que tu. Enfin, si tu n'y arrives pas. Mais avant un match de foot, je te conseille déjà des aliments que tu digères bien. N'essaye pas de manger des aliments que tu n'as jamais mangé avant un match. Potentiellement, c'est là où tu t'exposes à des risques que tu ne tolères pas l'aliment, que tu ne le digères pas. Sinon, je pourrais te recommander également de partir sur d'éviter trop de lipides, trop de graisse, parce que du coup, les graisses sont plus longues à digérer que les glucides et que les protéines. Et je te recommanderais d'être plutôt tourné vers les glucides rapides qui vont être digérés rapidement si tu le manges juste avant un match. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors j'ai une question de Amaz. Upper, lower, split ou full body? Aucun des trois. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Par contre, il y en aura un qui sera plus adapté à vous, que vous aimerez plus. Vous pouvez très bien faire je sais pas, biceps, quadriceps, arrière d'épaule, abdos, ischio, pec, épaule et je sais pas, une troisième, une quatrième séance full body. Tout est possible tant que tant que vous progressez, que vous prenez du plaisir et que votre programme répond à vos contraintes, c'est ok. Une fois de plus, ce n'est qu'une méthode. Le format d'entraînement, c'est une méthode. Vous ne comprenez pas les grands principes. Cherchez à prendre les grands principes. Si vous voulez progresser en musculation, donc prendre du muscle, ça passe par la surcharge progressive, avoir une alimentation qui est adaptée, un total calorique qui est cohérent et logique. Et la méthode que vous utilisez pour progresser en musculation, on s'en fiche, tant qu'elle vous convient. Par contre, si vous utilisez, je sais pas, si je vous dis ouais, le upper lower c'est banger les gars, c'est incroyable et tout, c'est le meilleur, vous allez vous entraîner en upper lower, vous allez pas aimer ça. En fait, vous allez vous dire ouais, mais c'est le mieux, donc vas-y, je suis obligé de m'entraîner en upper lower. Non, la meilleure méthode pour atteindre un objectif, pour répondre, pour être dans un grand principe, comme je sais pas, le surplus calorique ou le déficit calorique, c'est une méthode qui vous convient, que vous aimez faire, qui correspond à votre mode de vie, tout simplement. Quel exercice et un nombre de répétitions si possible pour affiner ses bras en tant que femme et quel poids à peu près, s'il te plaît, merci. Alors du coup, en plus tu es là depuis le début du live je pense, mais le nombre de répétitions on s'en fiche. Affiner ses bras, ça dépend ce que tu entends par affiner. Moi quand on me dit affiner, galber, tous les termes que vous voulez, qui finissent souvent en et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sculpter, affiner, galber, tonifier. Voilà, tout ça là, ça veut toujours dire la même chose, que vous n'avez pas assez de masse musculaire et que vous avez trop du gras, donc que vous voulez prendre du muscle et perdre du gras. Quels exercices? Alors il n'y a pas d'exercice mieux que les autres, mais tous les exercices qui vont te permettre de travailler les biceps et les triceps avec des angles différents, donc potentiellement
que ce soit les biceps ou les triceps, avec les coudes proches du corps, les coudes en avant du corps et les coudes au-dessus de la tête. Bon, sauf pour les biceps, exercice avec les coudes au-dessus de la tête, il n'y en a pas, ou du moins, j'en ai jamais fait. Où on peut à la rigueur avoir un coude avec le coude devant, mais le coude au-dessus de la tête, ce sera que pour les triceps. Pour les biceps, par contre, tu peux avoir les coudes en arrière du corps. Voilà, varie l'angle, donc pour les biceps en arrière, au niveau, et le coude devant. Pour les triceps, des exercices avec les coudes proches du corps, exercices avec les coudes, le coude en face de l'épaule et le coude au-dessus de la tête. Et en termes de répétition, je vais te donner la même fourchette que sur les autres exercices, mais je te dirais de 4 à 20 répétitions, et tu peux même aller plus haut, 25 voire 30. Et pour les femmes, il n'y a pas d'exercice homme ou d'exercice femme, je le répète une fois de plus, on est tous pareils. Il n'y a pas d'exercice qui affine et il n'y a pas d'exercice qui font prendre du volume ou je ne sais pas quoi. Quels sont les meilleurs aliments à prendre avant match pour être plus performant ? Je pense que c'est la même personne qui a dû juste répéter sa question, je pense. Ah non, même pas. Ouais, j'ai déjà répondu du coup. Penses-tu que la machine pour la traction assistée peut aider à faire de réelles tractions par la suite ou l'élastique est meilleur ? Merci. Faut juste savoir que c'est c'est différent. Oui, la machine à traction assistée peut te permettre de faire de réelles tractions, tout simplement parce que ça te permet d'apprendre à travailler en chaîne ouverte, donc que ton corps va se déplacer dans l'espace par rapport à un point fixe. Donc, je pense que ça peut être bon pour apprendre tout simplement à monter et à descendre. Pour apprendre à monter et à descendre, avoir l'habitude que ton corps bouge dans l'espace. C'est mieux que l'élastique par rapport à la progression, parce que l'élastique, c'est un peu random et il te faudra plusieurs élastiques, alors que sur la machine, tu peux descendre de 4 kg, 4 kg, voire moins même. Donc pour la progression, la machine est mieux. Pour la mise en place, la machine est mieux. Pour apprendre à lever et descendre, la machine va potentiellement ça va être mieux du coup, parce que c'est plus simple à mettre en place. Pour la progression, c'est plus simple. Et l'élastique, c'est bien, donc c'est plus chiant à mettre en place et c'est plus dur de progresser, c'est moins concret on va dire. Et l'élastique, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élastique va être très tendu quand tu vas être en bas, donc bras tendu, donc tu vas avoir beaucoup de force élastique, beaucoup de résistance, ça va te pousser très facilement vers le haut quand tu seras en bas, et plus tu vas monter, plus ça va être difficile. Donc ça c'est bien parce que ça répond, on va dire, à la courbe de résistance d'une traction classique. Quand c'est en bas, c'est très facile, et plus tu commences à monter, c'est de plus en plus dur. Alors que sur le gravitron, donc la machine à traction assistée, ça va dépendre de la conception de ta machine, mais généralement c'est une force qui va être constante, donc tu auras la même force que tu sois en bas ou en haut. Donc c'est le seul désavantage, on va dire, de la machine à assister. Là, j'en vois pas d'autres comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà. Point fort pour la machine à assister, c'est facile à se mettre en place, facile à progresser. Point fort pour l'élastique, c'est que ça respecte mieux la courbe de résistance. Donc tu as beaucoup de tension en haut. C'est plus dur en haut qu'en bas. Alors que sur une traction assistée, tu seras potentiellement la même résistance du début à la fin. Quelle est la différence entre Whey et Clear Whey ? Que conseilles-tu ? Si oui, laquelle ? C'est... En réalité, en termes de macronutriments, donc de protéines à l'intérieur, c'est la même chose. Si vous prenez une Whey Isolate ou une Clear Whey Isolate, oui, ça existe, Clear Whey Isolate. Ouais. Mais en gros, ce qui va surtout changer, c'est que la whey, ça va être un peu plus en mode lait, ça va être un peu plus en mode smoothie, ça va être un peu plus en mode smoothie, on va dire, smoothie, où il y a plus cet aspect de lait. Alors que sur de la clear whey, ça va être peut-être, il y aura un peu moins de lactose, il y aura peut-être aussi un poil moins de sucre, et encore, ça dépend des whey. Mais ce sera plus comme de l'eau avec du sirop, comme de l'oasis, on va dire. Donc, ça va surtout se jouer en fait à la texture que vous aimez en bouche. Moi personnellement, je sais que j'aime bien la whey, parce qu'il y a un peu cet effet smoothie, lait, que j'aime bien. Par contre, la clear whey, je déteste ça. Perso, c'est juste mon avis. Tous les clear whey que j'ai goûté, je trouvais ça un peu bizarre. Et c'est un peu en fait comme de l'eau avec du sirop. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Par contre, si vous êtes peut-être intolérant au lactose ou que vous essayez de réduire le lactose parce qu'à une certaine dose vous avez des problèmes, je pense que le Clear Whey sera peut-être plus adapté à vous que la whey classique, parce qu'il y en a un petit peu moins.
Mais en soi, c'est la même chose. Si tu prends une clear whey et une whey avec le même nombre de protéines au 100 grammes, c'est exactement la même chose. Ce qui va changer, ça va être surtout la texture et un petit peu moins de lactose dans la clear whey. Je pense que j'ai rien oublié. Et j'en conseille pas une des deux, c'est juste chacun est différent. En fonction de ce que t'aimes, achète les deux, goûte les deux. Donc achète les deux du même goût, bien sûr. Goûte les deux et vois ce que tu préfères. Scientifiquement, y a-t-il un meilleur moment pour progresser musculairement? Cog, heureusement que tu es là parce que tu me poses plein de questions. J'arrête pas de parler. Scientifiquement, y a-t-il un meilleur moment pour progresser musculairement parlant? En l'occurrence, plutôt le matin ou l'après-midi, ou est-ce propre à chacun? Merci. Encore une fois, faut pas se prendre la tête. Tu kiffes t'entraîner le matin, entraîne-toi le matin. Tu kiffes t'entraîner l'après-midi, entraîne-toi l'après-midi. Tu kiffes t'entraîner le soir, entraîne-toi le soir. Personnellement, je préfère m'entraîner le soir entre 17 et 20 heures, voire même plus. Ça m'arrive de m'entraîner l'après-midi, le week-end, voire même des fois le matin, même si c'est plus rare, mais scientifiquement, je crois que ça a été prouvé que c'était mieux après 17 heures. Mais est-ce que ça a une réelle grosse impact? Une fois de plus, c'est propre à chacun. Si je te dis que ouais, scientifiquement, tu dois t'entraîner entre 17 heures et 19 heures ou 20 heures parce que c'est là que c'est le mieux, mais que toi t'aimes pas ça, ou que ton emploi du temps ne peut pas, que tu travailles à cette heure-là, bah, le meilleur moment pour progresser pour toi, ce sera le matin ou l'après-midi, ou la nuit, je sais pas. Mais franchement, là, c'est vraiment du détail qui n'a que peu d'importance et qui peut rajouter plus de contraintes qu'autre chose et vous faire perdre l'adhérence, tout simplement, à la pratique. Donc c'est bien de poser la question, mais je pense que ce n'est pas très pertinent d'y faire attention. Mon œil préféré. Salia. Je sais pas c'est qui, mais je sais qui c'est mon pote derrière ce compte-là. Posez vos questions si vous en avez. À rejoindre la vidéo. Reposez vos questions si je n'y ai pas répondu. Ça fait plus de 10 minutes que vous l'avez posé. Des fois, il n'y a pas toutes les questions qui s'affichent sur le live. Et je vais alors bientôt d'ailleurs devoir partir. Ça fait presque 1 heure. Ah, une petite question sur la créatine. Ça fait presque 1 heure. Je dois encore manger, aller à la salle, me filmer, faire les bilans de mes élèves, écrire un mail, monter une vidéo. Donc, 6 choses à faire. Je pense que j'ai jusqu'à 3h du matin. C'est bien de prendre la créatine les jours de repos, oui. Tes besoins en créatine, c'est tous les jours. Moi, perso, je me prends pas la tête. Même dose tous les jours. Et potentiellement, t'as un besoin journalier quotidien. Donc pourquoi en prendre moins les jours de repos? Je pense pas que ouais, tu peux peut-être en prendre moins. Une fois de plus, moi je me prends pas la tête. Créatine tous les jours, voilà, 5, je crois que c'est 2 fois 3 grammes, donc c'est 6 grammes. C'est créatine 6 grammes par jour. Voilà, j'essaie pas de me dire, ouais, mais il faut 2 grammes de moins ce jour-là. Cherchez quelque chose qui vous amène le moins de contraintes. Moi, moins je réfléchis, plus je fais les choses automatiques, moins ça me prend la tête, mieux je me porte. Plus vous allez réfléchir, je dis ça parce que tout simplement, dans plein de choses, j'ai voulu trop me prendre la tête, que ce soit vie perso, vie pro, dans le travail, dans le sport, dans plein de trucs. Prenez vous le moins possible la tête. Comme les compléments, je le dis moi le matin, je prends tout. Alors, je fais les choses intelligemment quand même. J'évite les compléments qui s'annulent, parce que oui, il y en a qui s'annulent, ou du moins qui inhibent l'absorption de l'autre. Et j'essaye de consommer mes compléments. Par exemple, la vitamine D, qui est une vitamine qu'on appelle liposoluble, donc qui est soluble que dans les graisses. Donc lipo, lipide, soluble, t'as capté. Donc liposoluble, qui est assimilé en gros via les graisses. Donc il faut consommer ta vitamine D si possible avec des graisses, par exemple. Donc voilà, cherchez la chose qui vous permet de vous prendre le moins possible la tête tout en ayant le plus de résultats. Et moi, si tu me dis que je dois me casser la tête 5 fois plus qu'aujourd'hui pour avoir 10% de résultats en plus, je ne le fais pas du tout. C'est bien de prendre la créatine, donc ça c'est répondu. Salut Evan, plutôt full body ou par groupe de muscles? Alors j'ai déjà répondu. Je t'inviterai à aller voir le live, le replay de ce live sur ma chaîne YouTube, Evan Coach. Tous les lives sont en replay dès là dans une demi-heure, c'est en ligne. Et dès demain, il y aura les timecodes et une belle description et un petit peu de montage. Donc il n'y a pas un
format d'entraînement qui est mieux que les autres, mais il y en a un qui sera plus adapté à toi. Essaye-les, vois celui que tu préfères, celui qui correspond le plus à ton agenda, enfin à ton mode de vie, et sur lequel tu aimes bien t'entraîner tout simplement. Créatine, quelle quantité? 2 grammes par kilo? Ou non, non, non. 2 grammes par kilo, là, mon pote, ça, c'est les protéines. Si tu prends 2 grammes de créatine par kilo, tu risques de choper une petite chiasse, je pense. Parce que si tu fais 60 kg, ça fait déjà 120 grammes de créa. Ça fait beaucoup. Non, créatine, je te conseillerais euh, aux alentours des 5 grammes. Ça va dépendre de ton poids de corps. Ça dépend de pas mal de choses. Mais ça va dépendre de ton alimentation aussi. Si tu consommes pas mal de poissons, de viande rouge, tu en auras besoin de te supplémenter moins. Si tu fais beaucoup de sport, tu auras besoin de te supplémenter plus. Donc je te recommanderais peut-être 2 à 3 grammes au minimum et jusqu'à 5-6 grammes pour la majeure partie des gens, c'est largement assez. Donc 5-6 grammes par jour, ok. 2 à 3, entre 2 et 6 grammes par jour, pas par kilo de poids de corps. Parce que là, ça va fuser aux toilettes. Merci de prendre du temps pour répondre aux questions. Bah, pas de soucis, ça c'est le rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir. D'ailleurs, il y a un dimanche soir bientôt où je ne pourrai pas. Dans 2-3 semaines, j'ai un événement à Paris avec mon sponsor MyProtein. Donc, on annonce du très très lourd. Et il y aura des vidéos de l'événement. Voilà, c'est un challenge sportif, une course, on va dire. Et on soutient une association contre le cancer. Donc voilà. Je vous en dirai plus dans les jours qui arrivent. Mais il y a petite chose qui se prépare avec MyProtein et avec d'autres athlètes MyProtein, je peux dire ça. Sponsor, enfin influenceur MyProtein, on va dire. Donc voilà. Bonne fin de soirée à toi et à tous. Merci à toi Virginie d'être restée tout le temps là sur le live. La créatine, ça fait vraiment une diff. Sur du très long terme, oui. Sur plusieurs années, oui. Ça va te permettre de faire des séances plus productives, de pousser un peu plus, d'avoir plus d'endurance, potentiellement de récupérer mieux, d'avoir plus de réserve d'énergie. Donc oui, à long terme, ça va faire la différence. Mais une fois de plus, si t'en as assez avec ton alimentation classique, ne te supplémente pas. Et ça peut faire de la diff à très 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 long terme. Il est 21h, ça fait 1 heure qu'on est en live. Vous avez 30 secondes pour me poser des questions. S'il n'y a plus aucune question, donc je vois qu'on n'est même plus beaucoup, on n'est plus qu'une quinzaine. Donc s'il n'y a plus aucune question, je coupe et je vais manger et à la salle filmer 2-3 choses pour vous pour cette semaine. J'ai quelques idées. J'ai déjà 2 idées de réel à tourner. 3. Je te tourner ça, j'aimerais bien en faire quand je vais à la salle pour filmer des choses. Vous me voyez bien, j'ai les mêmes habits pendant quelques réels d'affilée, tout simplement parce que je me déplace qu'une fois pour filmer 4, 5, 6, 7 réels. Les effets que tu décris, c'est uniquement perceptible au bout de 2-3 ans. Alors non, en soi, la créatine, tu pourras le voir en plus court terme quand même. Généralement, tu vas avoir l'impression que tu as pris en muscle au bout de quelques semaines, mais c'est simplement que tu vas faire de la rétention d'eau intramusculaire. Donc que d'intérieur de ton muscle, tu vas faire un peu de rétention d'eau, donc tu auras un aspect beaucoup plus volumineux, beaucoup plus galbé. Mais tu peux percevoir des effets au bout de quelques semaines, quelques mois. Mais à très long terme, ça va faire la différence, mais tu vas pas potentiellement vraiment t'en rendre compte, parce qu'il faudrait que tu prennes pendant 50 ans de la créatine en t'entraînant, que tu reviennes en arrière et que tu refasses 50 ans d'entraînement sans créatine pour que tu vois si ça a réellement eu de l'impact sur toi. Et bon, malheureusement, c'est pas possible, mais je te recommanderais quand même d'en consommer, parce que je pense que ça peut être très intéressant dans beaucoup de cas. Et tu peux avoir des résultats assez. Tu peux avoir visuellement quelques résultats, mais ou peut-être même au niveau de tes perfs à la salle, c'est possible. Mais c'est ça les effets court terme que tu peux avoir. Tu as un conseil pour un ectomorphe de 61 kg? Alors oui, c'est que déjà les morphotypes c'est un peu de la merde. Donc les morphotypes c'est quoi? C'est ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Tout simplement parce que si je vous montre une photo de moi quand je faisais 59 kg, vous allez me dire que je suis ectomorphe. Si je vous montre une photo de moi quand j'étais à 88 kg, vous allez me dire que je suis endomorphe. Et si je vous montre une photo de moi aujourd'hui, vous pouvez le voir sur mon Insta d'ailleurs, à 76, je suis à 75, plus vers 75-76 en ce moment, vous allez me dire que je suis plutôt mésomorphe.
Donc les morphotypes, c'est un peu de la merde. Votre morphotype, c'est pas parce que vous avez un morphotype aujourd'hui que vous allez être ectomorphe toute votre vie. Pas parce que vous êtes ectomorphe aujourd'hui que vous êtes ectomorphe toute votre vie. Si du coup tu es ectomorphe, je suppose que ton objectif c'est de prendre du poids. Je te recommanderais un léger surplus calorique, d'appliquer la surcharge progressive, d'avoir assez de protéines par jour, d'adhérer à tes entraînements, à ta nutrition, de faire attention à ton sommeil. Exactement les mêmes conseils qu'une personne endomorphe, qu'une personne mésomorphe, qu'une personne qui veut perdre du poids, qu'une personne qui est une femme ou qu'une personne qui est un homme. Tout simplement parce que il faut respecter les grands principes. Et les gens ne respectent pas les grands principes. Merci, bonne soirée, merci à toi et bon courage. Voilà, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Combien de litres d'eau par jour pour absorber correctement les 5-6 grammes de créatine? Déjà, si tu veux optimiser l'absorption de ta créatine, je te conseillerais, si tu prends 6 grammes, de prendre 2 grammes par repas et d'avoir une source de glucides. Une source de glucides quand tu prends ta créatine. J'ai d'ailleurs créé une formation sur tous les compléments alimentaires, enfin surtout sur une bonne partie des compléments alimentaires. On aborde une dizaine, je crois, je ne sais plus, mais je recommande une dizaine de compléments que j'aborde dans la formation. Les brûleurs de graisse, les BCA, la whey, la créatine, la vitamine D, je crois qu'il y a le collagène, je crois qu'il y a le magnésium. Voilà, bref, il y en a plein. Si jamais donc c'est un cours. Ce cours-là est malheureusement payant, je ne peux pas tout faire gratuit les amis, il faut aussi que je vive si je veux acheter du matériel comme ce téléphone pour me filmer. Mais du coup ce cours, voilà, j'ai créé un cours là-dessus. Si jamais tu veux le lien de ce cours, tu m'envoies un petit message en DM et tu me dis que tu veux le lien de la page du cours, comme ça je t'envoie le lien. Le lien, tu regardes ce que c'est et si ça te va, tu pourras l'acheter. Mais du coup, combien de litres d'eau par jour pour absorber correctement? Alors ce sera pas... Ouais, c'est sûr que si tu bois pas d'eau, ce sera pas intéressant, mais voilà, découpe ta prise en 3, voire 4, et consomme des glucides avec. Et en termes de litres d'eau, simplement, je recommanderais juste à peu près 3% de ton poids de corps par jour, sachant que tu as des sources d'eau qui est avec l'alimentation solide. Donc par exemple les fruits, la pastèque, par exemple, c'est ultra riche en eau. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Salut JB. Salut. Bon, fin de ce live les amis, il est déjà 21h05. Je dois encore faire plein de choses. Je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, j'ai un invité avec moi qui n'est encore jamais venu sur le live. Je vous expliquerai tout ça le week-end prochain, samedi après-midi je pense. Je vous expliquerai tout ça, je vous mettrai une boîte à questions dans ma story. Et puis je ferai le live avec lui. C'est un coach un coach que je connais, que j'ai déjà croisé quelques fois. On a soulevé quelques machines ensemble pour la salle d'un pote et il est vraiment très très cool. Il est très très fort également, il a pas mal de connaissances. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec lui.